Ce séminaire de consolidation durera environ une demi-heure et nous allons voir avec Martin Fleuret un certain nombre de références et de cas d'usage. Je vous propose de passer maintenant à l'agenda, s'il vous plaît. Alors l'agenda de cette réunion d'aujourd'hui, c'est pourquoi envisager un projet de consolidation. Qu'est-ce qui fait que nos clients ont fait des projets de consolidation. Ensuite, je passerai la parole à Martin qui fera voyager aux États-Unis pour voir comment consolider des projets de logiciels Computer Associates vers OS. Ensuite, nous irons vers la Belgique pour voir une consolidation de bêta vers OS. Ensuite, en Espagne pour faire BMC vers OS. Et puis après, Martin fera un résumé sur les services de consolidation et j'aborderai un peu de méthodologie. En matière de consolidation ou de migration, pourquoi fait-on un projet de consolidation? Le premier point, c'est qu'on doit en permanence améliorer l'efficacité fonctionnelle de ces produits, l'efficacité économique de la fonction d'output management, et que souvent nos clients ont plusieurs outils de management en place, et que d'avoir un seul outil permet de faire de grosses économies. L'objectif, c'est de consolider vers des outils d'output management avec OS 360 en réduisant les coûts, bien sûr. Alors, les avantages. Pourquoi consolider? Quels sont les avantages? Premièrement, c'est économique. Là, il est clair que lorsqu'on migre vers une solution comme OS, on réduit les coûts, parce que si on a deux produits, évidemment, c'est moins cher. De plus, OS est très économique, consomme peu sur le mainframe. Et donc, ça, c'est la première, c'est l'optimisation simplement des licences et des MSU. Après, en matière de formation, si on a plusieurs équipes, il faut former plusieurs équipes à chaque nouvelle version, évidemment. Si on a une équipe qui se forme qu'à un seul produit, on peut réduire, bien sûr, les frais de formation, de capitalisation. On peut aussi capitaliser sur les ressources existantes. Il faut, en général, pour faire fonctionner une solution comme OS, très peu de charges. Mais très peu de charges, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'une seule personne, la personne part en vacances, il faut la remplacer. Donc ce qui veut dire qu'il faut 2 ou 3 personnes qui soient formées. Si on a 2 solutions, ça veut dire qu'il faut former 6 personnes. Donc la capitalisation sur les ressources existantes est un point qui fait que nos clients ont tendance à consolider. Alors, consolidation, bien en parler, pourquoi on va faire une consolidation. Le mieux, c'est de voir des cas concrets. Donc, Martin Fleuret, qui m'accompagne, va nous faire voyager aux États-Unis et nous présenter différents cas de consolidation. Martin, je te laisse la parole. Bonjour. Donc, comme Sylvain vous l'a dit, je vais vous présenter quelques cas de consolidation qui ont été effectués par RSD les années précédentes. Le premier cas concerne une entreprise de télécommunications américaine qui, par des jeux d'acquisition, s'est retrouvé avec un certain nombre de produits d'output management, en particulier les produits bêta, les produits CA, excusez-moi, CA View et CA Deliver. Et donc, et ils étaient aussi utilisateurs des OS. Et donc, pour simplifier leur organisation au niveau de l'output management, ils ont décidé de migrer les différentes solutions qu'ils avaient vers EOS. Donc la motivation principale, c'était de consolider vers une seule solution d'output management, d'utiliser celle qui avait les fonctionnalités les plus avancées et qui permettait de présenter aux utilisateurs l'interface la plus conviviale. Donc c'est pour ça que EOS a été choisi. Donc le contexte de cette migration, c'est une grosse migration qui représentait beaucoup d'états.
Donc cette société de communication regroupait 5 entités géographiques. Sur ces 5 entités, on avait 85 applications environ par site. Et pour chaque application, il y avait 10 à 170 types d'états qu'il a fallu traiter. Dans ces types d'états, il y avait un peu tout. Il y avait des états de paye jusqu'à des états de facturation client, d'état du réseau, enfin beaucoup de types d'activités différentes. Le tout représentant à peu près 12 000 définitions d'états différents. Donc, toutes ces définitions d'états étant à reprendre dans EOS. Concernant l'historique, il y avait à peu près 11 millions d'états archivés qui représentaient des états dont la durée de conservation était entre 6 ans pour la plus longue et en moyenne à peu près 4 ans de durée de conservation. Donc 11 millions d'états à migrer des produits CA vers EOS. Donc le temps à peu près d'exécution de cette migration, donc pour la mise en production, c'est-à-dire la reprise des définitions d'état, il a fallu à peu près 4 mois pour valider les états et pouvoir démarrer la production. Pour tout ce qui a été récupération des archives, qui a pu être faite de façon déconnectée, il a fallu aussi à peu près 4 mois pour pouvoir restaurer les archives et les réarchiver dans EOS. Donc les avantages et différences des deux produits. Déjà, le premier, c'est que avec les produits CA, il y avait plusieurs solutions administrées. Dans le cas de RSP, on a une seule solution qui regroupe les différentes fonctionnalités des produits CA, donc Joblog, management data, impression. Un des autres bénéfices a été la sécurité. Dans les produits CA, l'accès aux états se fait sous forme de recherche en fait, et la limitation d'accès à travers des filtres associés à ces recherches et aux utilisateurs. Dans EOS, la sécurité est basée sur l'attribution des états, c'est-à-dire qu'on va fournir à un utilisateur ou à une entité les états dont ils ont besoin, et donc tout ce qui n'est pas dans cette mailbox en particulier n'est pas accessible par l'utilisateur. Et un autre bénéfice a été toute la gestion d'archivage. Dans CA, les états sont archivés au fur et à mesure qu'ils sont créés sur des entités qu'il faut après traiter et purger pour pouvoir enlever les états qui sont expirés. Dans EOS, on met sur un même médium tous les états qui expirent en même temps. Donc, c'est-à-dire que quand un médium arrive à expiration, on peut disposer de tous les états et récupérer la place occupée par tous ces états sans avoir à faire de manipulation, de copie, extraction et réécriture des archives. Un autre bénéfice à terme, c'était de pouvoir utiliser le monde open pour tout ce qui est consultation et utiliser un module qui s'appelle Bridge, qui permet de passer des états du monde mainframe vers le monde open. Maintenant, je vais vous parler d'un autre cas de migration qu'on a effectué en 2017. Donc, c'est une banque européenne, belge en particulier, qui avait une entité française, et cette entité française utilisait les outils bêta alors
que la maison mère utilisait EOS. L'enjeu de cette migration était de pouvoir fournir à l'entité française qui utilisait Beta un environnement avec EOS au minimum à isofonctionnalité, c'est-à-dire que les utilisateurs n'aient pas à changer leurs habitudes de consultation, reçoivent les mêmes états, que les impressions qui étaient faites conservent la même les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que ça imprime exactement de la même façon sur les mêmes imprimantes. Donc il y avait à peu près 3000 définitions d'état à migrer. La complexité venait surtout du nombre de règles de découpage de ces états, des caractéristiques d'impression, parce qu'il y avait des formatages associés aux différents états qu'il fallait pouvoir reproduire tels quels pour que les utilisateurs reçoivent leurs états dans de bonnes conditions. Et puis un mixte d'impression automatique et d'impression différée avec regroupement, c'est-à-dire que où les états étaient imprimés directement sur les imprimantes au fur et à mesure qu'ils étaient produits, ou faisaient l'objet d'un batch de regroupement d'états pour être imprimés sur des imprimantes gros volume. Et puis la durée d'archivage de ces états était sur 25 ans, ce qui représentait un gros volume d'archives à récupérer. Donc ce que RSID a proposé, c'est déjà un POC, ce POC permettant de montrer sur un échantillon représentatif que la migration était possible. Un autre bénéfice, c'est que pendant toute la phase de mise en production avec EOS, on est capable de pouvoir continuer à alimenter Beta, c'est-à-dire que les deux solutions peuvent fonctionner en parallèle pendant toute la phase de mise en production, et quand on est content du résultat, ben, on peut couper l'outil d'origine et conserver l'outil cible. Et une autre chose, c'est qu'on n'a pas eu à modifier les JCL applicatifs. Tout a été fait de façon à être le plus transparent possible du côté des applications. Donc pour ce projet, de la même façon, on a pu mettre en œuvre la production dans un délai d'à peu près 4 mois à partir du départ de cette migration. Donc les bénéfices qui ont été retirés de cette migration, c'est déjà une amélioration de l'interface utilisateur. Hein. On passait de ISPF à une interface web. EOS fournit aussi une web interface pour tout ce qui est gestion des job logs. Donc, ce qui permet d'ouvrir plusieurs états en même temps, de voir différents états côte à côte, par exemple, ce qui n'est pas forcément possible en 3270. Et puis, au final, une simplification des environnements, c'est-à-dire une gestion centralisée de la production des états par entité, et puis aussi pour les états, pour les environnements de prod et de test. Donc pas besoin de se loguer à différents environnements. Grâce au Global View, on pouvait avoir un accès centralisé aux différents environnements de gestion d'état. Comme vous pouvez le voir sur la citation qui est au-dessus de cette diapo, le client a été tout à fait content du passage à EOS et du support que RSD a pu lui fournir durant cette migration. Un dernier exemple, qui est pour une grosse banque espagnole qui utilisait CTRL-D. Donc là, la motivation principale de ce client, ce n'était pas forcément une motivation technique, c'était plus une motivation liée au coût de la solution qu'ils utilisaient. Néanmoins,
l'installation des OS 360 a permis un certain nombre de bénéfices. Déjà une gestion centralisée des différents spools. Dans Control D, entre autres, tous les états sont écrits sur des fichiers de façon individuelle. Dans iOS, on a le choix de regrouper ces états ou sur des fichiers comme c'était le cas avant, mais aussi de regrouper ces états dans un spool pour limiter les entrées catalogues des OS. Au lieu d'avoir des milliers ou des centaines de milliers d'entrées catalogues qui contiennent des états, on peut réduire ce nombre en centralisant les états dans un spool unique. Un autre bénéfice a été la délivrance des états en temps réel aux utilisateurs, sachant que sous contrôle D, donc on peut capturer les états, mais il faut effectuer ce qu'on appelle des collecting missions à programmer pour pouvoir rendre les états disponibles pour les utilisateurs. Sur iOS, c'est totalement automatique. Au niveau sécurité, on a pu utiliser l'encryption des états, encryption qui se fait par les outils IBM ou le hardware IBM à travers l'outil ICS7. Et puis, deux améliorations que je dirais non de production, mais plus de confort. Donc, c'est l'utilisation des OS Access, qui est une interface web pouvant fonctionner avec les browsers modernes, mais aussi fournissant un Outlook Add-in pour intégration dans Outlook ou une application pour devices mobiles comme des iPads ou des téléphones. Et le dernier point, c'était la réduction des coûts liés au passage, si on veut, au monde open avec l'utilisation du bridge et des OS open. Donc je vais repasser la main à Sylvain pour qu'il vous parle un peu d'outils qu'on utilise pour... Merci, merci. Merci Martin. Donc, comment prioriser un projet de consolidation, une migration? Il faut se poser la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Là, on propose un exemple, qui est l'exemple de l'outil de décision du Gartner, qui va vous permettre, en cochant des cases très simplement, de voir quel est le bénéfice de cette consolidation. Est-ce que l'effort en vaut la peine? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que c'est simplement rentable? Nous préconisons d'utiliser un outil, ce qui permet de présenter à votre management ensuite l'intérêt de faire cette migration. Là, c'est un exemple d'un de nos clients qui a utilisé l'outil Gartner. Je préfère présenter toujours un exemple concret, où le client a répondu aux questions du Gartner et arrive à ses conclusions dans son cas. On voit qu'il n'y a pas de rouge, il n'y a que du vert et de l'orange, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque. C'est financièrement intéressant, les équipes techniques seront disponibles et pourront pas faire le projet, il n'y a pas de changement d'organisation, il n'y a pas à muter des gens d'une ville à l'autre ou reformer des gens pendant des mois ou des années. Donc voilà, on voit avec cet outil qu'on vous propose d'utiliser que c'est facile de faire une migration et vous pouvez donc vous engager dans une migration en ayant passé avec cet outil de méthodologie. Je vais repasser. Je vais vous proposer de voir quelques exemples de consolidation réussie. Je repasserai la main à Martin pour qu'il nous parle des méthodologies et la méthodologie qu'on applique pour nos solutions. Donc on a réalisé des migrations dans le monde Computer Associates, que ce soit Deliver, Bundle, Dispatch ou CAView. Dans le monde Beta 92 ou 93. BMC à la solution Control D, on a encore fait un talk en fin d'année, donc 2017, très récent. Beta,
en train de faire un POC, hein. CA, il y en a un aux États-Unis. Et puis ASG aussi, la famille ASG, qui est là, c'est plus aux États-Unis, mais Martin étant responsable mondial du support, il s'en occupe également. Donc également avec ASG Mobius, où là, on a migré des solutions Mobius. Donc voilà, on a une équipe, hein, donc à Genève, francophone et aux États-Unis, pour faire des migrations. Donc c'est Patrick Guetta qui s'occupe de ce type de projet. Je vais passer la parole à Martin pour qu'il nous parle des méthodologies de migration. Donc, pour vous résumer un peu la façon dont on travaille, donc on utilise une méthodologie qu'on a mis au point sur les différentes expériences de migration qu'on a faites et qui s'avère effectivement assez efficace, en tout cas pour le client principalement. Donc, on a trois grandes parties dans ces projets de migration. Donc, le premier permet de comprendre l'environnement du client et quelles sont les fonctionnalités utilisées. Donc, ça se fait principalement à travers un questionnaire qu'on partage avec le client, sur lequel il va répondre à un certain nombre de questions sur l'utilisation du produit. Suite à ça, on va faire une preuve de concept, un POC, Proof of Concept, sur un échantillon représentatif des États, qui va permettre au client de se faire une idée de la façon dont les États seront traités et représentés dans EOS. Donc, à la suite de ce POC, si tout est positif, donc on va engager la migration elle-même. Donc on va définir le plan d'action, quels sont les différents intervenants RSD et du client, commencer à faire tourner nos outils sur la base du client pour pouvoir convertir les définitions d'état et commencer à saisir des états dans l'outil cible qui est EOS, tout en conservant le produit d'origine qui tourne. Donc on fait tourner les deux produits en parallèle. Donc à la fin de cette phase, donc on a une validation par les utilisateurs, une phase d'acceptation et la formation des utilisateurs pour passer à la dernière phase qui est la mise en production. Et donc là aussi, pendant la mise en production, on peut conserver pendant quelques temps les deux outils en parallèle jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter le produit d'origine. Donc en plus de toute cette organisation pour les migrations, donc on a un produit sur lequel on s'appuie, qui est EOS 360, qui est un produit, contrairement à beaucoup d'autres, qui est un produit vivant. Donc vous pouvez voir qu'on a sorti la version d'EOS 360 V1 en septembre 2016, qu'on vient de sortir au mois de mai de cette année la version V2. Et pour chacune, et il y aura une version V3 qui est prévue en 2020. Et donc pour chacune de ces nouvelles versions, donc on amène des nouvelles fonctionnalités, des améliorations sur les technicités et les performances. Entre autres, pour la V1, on a amélioré en partie pour tout ce qui est l'archivage. Pour la V2, on a augmenté la taille de certains champs pour pouvoir justement faciliter certaines migrations. On essaye aussi d'adresser tout ce qui concerne la sécurité, en particulier l'encryption, la gestion des utilisateurs. Et puis là récemment dans la V2, donc, on peut loguer les adresses IP des utilisateurs qui se connectent au produit, qui permet d'identifier le poste avec lequel
l'utilisateur se connecte. Et puis, chose importante, on améliore à chaque fois l'expérience utilisateur pour fournir à vos utilisateurs une expérience de plus en plus riche et ergonomique. Donc EOS Access évolue à chaque nouvelle version et fournit donc une interface en HTML5 avec les dernières technologies, une application pour iPad, une application d'intégration dans Outlook et aussi un ensemble de services REST qui permettent d'intégrer l'accès aux états d'EOS dans des portails ou des applications que vous développez. Donc tout ça pour vous dire que EOS est un produit qui vit et un produit qui a un avenir et qui va vous permettre de travailler encore de longues années. Voilà donc pour la présentation. Donc, je ne sais pas, Pauline, si des personnes ont posé des questions pendant le cours de la Oui, j'ai quelques questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les soumettre en utilisant le chat de WebEx et je les poserai. Donc, la première question, c'était: avez-vous des outils pour accélérer les migrations ou est-ce manuel? Voilà, donc au travers des différentes migrations qu'on a effectuées, on a développé un package, un ensemble d'outils, un peu une boîte à outils, qui va permettre de lire les définitions d'état que l'on a dans les produits concurrents et de les convertir dans EOS. Donc à chaque fois, il y a des petites améliorations, des petites choses nouvelles à faire parce que bon, ce n'est pas un produit exhaustif, hein, ça se base sur les migrations qu'on a déjà faites, mais globalement, ça permet d'accélérer vraiment toute cette phase de migration de définition d'état. Et on a aussi des procédures pour pouvoir extraire les données archivées des autres outils et de pouvoir les recapturer dans EOS avec les noms de job d'origine, les dates de capture d'origine, conserver les dates d'expiration de ces états, de façon que l'état de l'archivage se trouve exactement dans le même état que celui que vous aviez avant. Pouvez-vous nous en dire plus sur le module EOS Bridge? Alors, EOS Bridge, c'est un module d'EOS 360 qui va permettre de faire passer les états que l'on capture sur EOS 360 ZOS vers un EOS 360 Open System qui peut tourner sur Windows, Linux ou différentes versions d'Unix. Donc cet outil utilise les définitions qu'on a dans EOS 360 actuel pour découper les états et pousse vers EOS Open les états déjà prédécoupés avec les définitions d'EOS mainframe. Donc l'intérêt de pouvoir pousser ces états vers EOS Open, c'est de pouvoir économiser sur le mainframe toute l'utilisation MIPS qui est utilisée, qui est générée par la consultation et l'impression des états. Donc, au lieu de consommer des MIPS sur le mainframe, on utilise la plateforme Open pour connecter les utilisateurs et toutes les recherches, les consultations, les impressions sont effectuées à partir de cette plateforme Open. D'où un bénéfice en termes de coût sur le monde Z. J'ai une question sur EOS Access. Donc, EOS Access est-il un produit à part d'EOS 360 et faut-il installer un client sur les postes de travail? Alors, EOS Access fait partie de l'offre EOS 360. Dans l'offre de base, vous avez 5 clients EOS Access. Donc, en fonction de votre utilisation, vous pouvez en acheter plus.
il s'installe sur un serveur d'application et il n'y a rien du tout à installer sur le poste du client. Donc, l'utilisateur se connecte à une page web et accède au produit EOS Access. Sur le poste client, il n'y a besoin de rien de spécial, pas de plugin Flash, pas de plugin Java.